Vous avez ici une surface de terrain avec un peu de végétaux et vous avez une eau de surface. Donc ça représente une rivière ou un lac. Et en fait, la petite ligne que vous voyez ici en pointillé, c'est ce qu'on va appeler la surface piézométrique ou le toit de la nappe souterraine. Donc quand vous êtes chez vous, vous creusez, vous avez du sable, et tout à coup, hop, je trouve de l'eau. Ben là, vous avez du sable, et tout à coup, hop, je trouve de l'eau. Donc en fait, c'est ce qu'on illustre schématiquement comme étant le toit de la nappe d'eau. On va y aller. Vous le savez, vous l'avez vu probablement quand vous étiez au primaire, et peut-être qu'on vous l'a rappelé, mais je pose cette question-là en examen à des étudiants de première année à l'université, j'ai 50% d'échecs. Alors là, ça c'est questionnable, parce que là, on va parler du cycle de l'eau. Puis je pense que vous connaissez tous le cycle de l'eau. C'est pas une blague. Et je leur dis, le pire, c'est que je leur montre exactement la même image que je vous montre, et je leur dis, ça va être à l'examen. Mais j'ai 50% d'échecs quand même. C'est vrai, hein? C'est vrai. Vous avez, et alors là, il y a une erreur. Alors moi, je corrige mes erreurs, mais celle-là, je ne l'ai pas corrigée. Ce n'est pas de l'évapotranspiration, c'est juste de l'évaporation. Quand on rajoute transpi, c'est comme nous, là, quand on transpire. Donc ça, c'est les plantes ou les humains. Mais là, ici, c'est de l'évaporation. On va y aller vite. Ensuite, on voyage, on peut faire précipiter l'eau. Une fois que l'eau est de nouveau sous forme liquide, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a une partie qui ruisselle en surface, et il y en a une autre qui s'infiltre, qui va venir recharger notre nappe d'eau, et ensuite boucler la boucle. J'ai vu des schémas, des images de cycle de l'eau qui datent d'il y a à peu près une trentaine d'années. Il n'y a rien ici. Le cycle de l'eau se limite à évaporation, évapotranspiration, précipitation, ruissellement. Et il boucle la boucle comme ça. Indispensable. Et vous remarquez aussi sur cette image ici que toutes les eaux souterraines, et c'est le cas pour toutes nos régions tempérées, sont connectées à nos eaux de surface. Ceux qui sont tout proches de la rivière ou du lac, si vous creusez un trou proche, je parle, le lac il est à peu près au bout de la Seine ici, si je creuse, votre niveau d'eau c'est le niveau du lac. Vous en allez 10 mètres plus loin, vous creusez, vous êtes juste un petit peu plus haut parce qu'il faut une pente pour que l'eau s'écoule. Mais vous êtes connecté. C'est ce qui fait que s'il ne pleut pas au mois de juillet, il ne pleut pas au mois d'août, ben vos rivières elles coulent encore. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je me posais tout le temps cette question. Je me disais, mais elle arrive d'où cette eau? Comment ça se fait que ça... Bon, il y a tout l'effet du bassin versant, mais ce que vous a montré tout à l'heure Mathieu, là, l'eau s'infiltre dans le bassin versant, puis met beaucoup de temps à arriver au cours d'eau, mais elle l'alimente continuellement. Donc, même s'il ne pleut plus, nos cours d'eau coulent parce que vous êtes alimenté par les eaux souterraines. L'autre chose à laquelle il faut penser, c'est si vous avez à un moment donné beaucoup de pluie. Là, j'entends souvent des gens dire « Ah, la rivière est sortie de son lit, puis elle a inondé, mais sur des centaines de mètres plus loin. » Sauf que si moi, je gonfle la nappe d'eau, je peux la faire remonter à la surface. Ce n'est pas l'eau de la rivière qui est sortie de son lit. C'est simplement que la nappe qui est connectée à la rivière, elle est remontée plus haut que la surface. Et là que vous inondez sur des grandes portions de territoire. Ça, c'est la manifestation la plus directe de l'interconnexion entre nos eaux souterraines et nos eaux de surface. Et c'est une composante importante du cycle de l'eau. Si on était dans une région aride et sèche, c'est l'inverse. C'est lorsque vous rajoutez de l'eau ici, qu'ici ça s'infiltre et que ça alimente la nappe d'eau. Mais c'est un autre sujet. Ici, on est vraiment directement connecté. On va avancer. Ce que ça revient à dire, c'est qu'à l'échelle d'un bassin versant, ce que vous a montré tout à l'heure Mathieu, vous avez le même exemple ici, la quantité d'eau qui tombe ici, c'est la même qui ressort ici, moins l'évapotranspiration. Une équation très très simple. Ce qui tombe du ciel, égale ce qui va sortir ici, ou plutôt ce qui tombe du ciel moins ce qui est pris par les plantes, c'est ce qui va sortir ici. On peut faire un bilan et calculer la quantité d'eau qu'on a à l'intérieur d'un bassin versant. Évidemment, comme l'a dit tout à l'heure, il y a un principe de poupée russe, vous en avez plusieurs comme ça, mais toujours est-il que vous avez une limite de partage des eaux. Si on reprend la pointe de Vauvert, tout à l'heure, il y a eu une question sur pourquoi on semble avoir deux bassins versants. Vous avez deux rivières. Cette rivière Mistassini est connectée aux eaux souterraines. La rivière Petite Péribonka, mais la Grosse Péribonka aussi, sont connectées aux eaux souterraines. Fait que d'un bord, on coule par là, de l'autre bord, on coule par là.
il faut se mettre une limite quelque part au milieu. Moi, je ne la connais pas, mais il y a une limite quelque part au milieu où l'écoulement est séparé en deux. Et ça devient ce qu'on appelle une limite de partage des eaux. Comme les limites de surface du bassin versant, on a des limites souterraines de partage des eaux. Ce que ça veut dire ici, c'est que si la goutte d'eau, elle tombe à gauche, elle va s'écouler dans cette direction. Si elle tombe à droite, elle va couler dans cette direction. Ce qu'on appelle une limite de partage des eaux. Et remarquez bien, les limites de partage des eaux sont entre deux cours d'eau. Évidemment, puisque l'eau est alimentée d'un bord et de l'autre bord. Donc, probablement que ça explique qu'on a au moins deux bassins versants, parce qu'on a des cours d'eau distincts qui, eux, sont alimentés par l'eau de surface et l'eau souterraine. Dernier point aussi. Au niveau du cycle de l'eau, encore, on va voir juste en arrière. Ouais. C'est la magie. Moi j'ai travaillé en exploration minérale. Moi, j'ai travaillé à Bay James, au Nunavut, j'ai cherché de l'or, du plomb, du cuivre, du zinc. Des ressources qui mettent des millions et des millions d'années à se mettre en place sous terre, puis qu'on exploite en 30 ou 40 ans. Ici, vous avez quelque chose qui est annuel. Ça me réconforte beaucoup dans mon cœur de géologue, de travailler sur une ressource renouvelable. Et je dis souvent, et c'est vrai, à quelques litres près, qu'on a la même quantité d'eau depuis la formation de la Terre. On travaille en circuit fermé. L'atmosphère est à notre limite supérieure. Ça fait 4,5 milliards d'années qu'on recycle notre eau, soit sous forme liquide, soit sous forme vapeur, soit sous terre. Mais ça veut dire, si on revient à l'échelle du bassin versant, et qu'on a une gestion intégrée par bassin versant, qu'on connaît les volumes disponibles et la quantité qu'on peut prélever sans nuire à nos écosystèmes, etc., on va avoir de l'eau, nous, nos enfants, nos petits-enfants, et encore et encore et encore, jusqu'à dans les 4,5 prochains milliards d'années, puisque la Terre va exploser quand le Soleil va exploser. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça arrive dans 5 milliards d'années. Mais c'est les calculs qui sont faits. Mais en attendant, on aurait toujours de l'eau. Donc en fait, d'où l'importance de tenir compte de ces éléments-là, d'essayer d'évaluer des volumes. Il y a deux systèmes, en fait, grossièrement, là, il y a deux milieux qui peuvent laisser circuler l'eau. On peut y aller. C'est pour ça que ça rejoint la branche de la géologie aussi. Vous avez d'abord les sables et les graviers. Ce que vous avez sur l'ensemble de la pointe, un dépôt de sable en surface. Il y en a de différentes origines, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc l'eau, comment est-ce qu'elle circule? Elle circule comme dans notre petit modèle que Laura Pierre va vous montrer tout à l'heure, pour ceux qui sont intéressés. Elle va circuler entre les grains qui sont connectés entre eux. C'est ce qu'on appelle la porosité, puis ça lui confère une perméabilité. Donc c'est la capacité du milieu à laisser circuler l'eau. Mais vous avez aussi... Juste pour vous donner un profil, comment est-ce que ça marche? Vous avez la zone, ce qu'on va appeler saturée. Là, vous êtes réellement dans la nappe. Ça, c'est de la frange capillaire. Vous allez voir, c'est un mélange d'eau et d'air. Quand vous creusez votre trou, avant d'arriver à vraiment l'eau qui se rajoute, au-dessus, il y a toujours une partie un peu humide. Ça, c'est ce qu'on appelle la frange capillaire, qui est directement connectée à la nappe d'eau. Et ensuite, vous avez toute la partie qui est insaturée, non saturée. Ça, c'est notre protection pour ça. Plus on en a épais, plus quand l'eau va arriver à la nappe, en s'infiltrant, plus elle va être propre et décontaminée. Ces filtres-là sont magiques. On faisait faire des expériences à des jeunes enfants, on leur faisait construire un filtre naturel. On allait chercher des gros grains, des plus petits grains, puis toujours plus petits. On met ça dans une bouteille à l'envers et on prend une eau qui est toute vaseuse, toute boiteuse, on la met dedans, mais quand elle sort au bout, elle est limpide. Bon, elle n'est pas dépourvue d'éléments pathogènes, ça prend plus de temps. Quand je parle de coliformes et compagnie, il faut juste qu'elle voyage plus longtemps dans le milieu, mais elle va se faire nettoyer de ça aussi. C'est vraiment des filtres naturels. Donc, en fait, un premier conflit d'usage, clair, peut-être moins dans votre MRC que dans d'autres, l'exploitation des sables et des graviers sont directement en opposition, donc ça c'est mise en valeur des ressources naturelles, exploitation des sables et des graviers, sont directement en opposition avec la protection des nappes d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elles cohabitent, les deux. D'un côté, on a besoin de créer de la richesse en exploitant ces sables et ces graviers. De l'autre côté, on a besoin de protéger de l'eau. Il faut trouver un compromis. Parce que le but de l'exploitation des sables et des graviers, c'est d'enlever la couche protectrice. Donc on se rapproche de plus en plus de la nappe. Et là, on amène la notion, puis on va y revenir tout à l'heure, on va leur mentionner de vulnérabilité. Quand on veut calculer la vulnérabilité
de la nappe d'eau à la contamination, on tient compte de l'épaisseur de cette zone-là. Et on tient compte donc de la distance entre la surface et la zone saturée. Ça s'applique pour les milieux granulaires. Donc vous avez ici un exemple, encore même chose, donc la zone vadose ou la zone insaturée, on arrive à la zone saturée, limite de partage des eaux souterraines, écoulement pour alimenter un cours d'eau de surface, écoulement probablement vers un autre cours d'eau de surface, et vous avez donc un puits qui vient prélever la nappe et qui crée à cet endroit une petite dépression dans le toit de la nappe, parce qu'en cherchant de l'eau, on rabat la nappe à ces endroits-là. On peut avancer. L'autre milieu qui contient de l'eau, là-dessus, la recherche est très, très active en ce moment parce que c'est un peu pour l'instant encore de la loterie. C'est les systèmes de roches, comme vous voyez ici, qui sont fracturés. Donc, vous avez déjà vu des massifs rocheux, vous avez vu qu'il y avait des craques à l'intérieur de ça, puis souvent, quand vous vous promenez le printemps, vous voyez qu'il y a de l'eau qui sort de là. L'hiver, il y a des glaçons même qui sont accrochés sur ces pans rocheux. Ça, c'est aussi une plomberie, quand ces fractures sont connectées entre elles, qui peuvent conduire l'eau. Sainte-Rose-du-Nord, Saint-Félicien s'alimentent en eau souterraine à partir de l'eau contenue dans du roc. Donc, quand vous voyez des granites, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Et puis, si vous voyez un granit qui sort à un endroit puis qui disparaît complètement ailleurs, probablement que si de l'eau réussit à rentrer dans le granit là, elle va voyager loin, loin, loin en dessous. Donc, en fait, ça devient votre zone de recharge. Et c'est là, probablement là, que l'eau serait la plus vulnérable. Ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour installer une super méga porcherie dans la zone de recharge. Évidemment, mais dans l'aménagement du territoire, c'est des éléments qui doivent être considérés. Sauf que ça ne fait pas longtemps qu'on a des cartes ou de la cartographie de nos ressources en eau. Ça date, pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, les dernières, en fait, les premières et les dernières, datent de 2013. Ça fait 10 ans. On peut avancer. Alors, vous avez ici là, les différents styles de nappes. Vous allez me dire, je n'avais pas prévu de vous faire travailler plus, mais je vais vous poser une question après. Dans quel contexte de nappe, à votre avis, vous êtes? Ce que vous avez ici, vous avez différents types de nappes. Vous avez ce qu'on appelle les nappes artésiennes, quand vous avez des puisatiers qui viennent et qui disent « je vais vous faire un puits artésien ». Le mot artésien veut dire que votre nappe d'eau est sous pression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'empêche de remonter. Quand vous faites votre trou, là, elle peut remonter. Des fois, elle remonte même plus haut que le niveau du sol. Ça, c'est ce qu'on appelle un milieu. Tu peux cliquer. Une nappe captive, elle est bloquée par quelque chose qui ne laisse pas passer l'eau. À votre avis, quel matériel géologique, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ne laisserait pas passer l'eau? Bingo! Cette couche d'argile va distinguer une nappe captive d'une nappe qu'on va dire libre. Quand vous parlez de nappe phréatique, la nappe phréatique, c'est la nappe libre. Elle est directement en contact avec l'atmosphère. Quand vous savez les périodes de dépression, je ne parle pas des dépressions humaines, je parle des dépressions météorologiques. D'ailleurs, c'est très drôle ça, parce qu'une période de dépression, normalement, il fait beau soleil. Vous avez déjà entendu à météo. Ils disent on va connaître une période dépressionnaire. Ça veut dire que ça ramène le beau temps. Je ne sais pas, il aurait pu essayer d'ajuster le vocabulaire. Quand vous avez une période de dépression, donc ça veut dire que l'air est moins dense, les niveaux d'eau montent légèrement, naturellement. Et quand vous avez une période d'anticyclone, où là, l'air est plus dense, les nappes d'eau, elles diminuent légèrement. Donc elles sont vraiment, leur mouvement est contrôlé par l'atmosphère. Par contre, ici, pas du tout. Vous avez une couche, comme de l'argile, qui empêche la nappe de remonter plus haut, mais si je perçais un trou là, l'eau serait capable de remonter. À votre avis, laquelle est la plus vulnérable aux activités de surface? La nappe phréatique, elle. Parce qu'elle, il faut traverser tout ça, mais après, vous avez une barrière. Alors, quand j'ai écrit ici, c'est un abus. Il n'y a aucun matériau qui sont parfaitement... Ceux qui ont déjà essayé d'éliminer une fuite l'ont remarqué, l'eau, ça passe partout. Mais ça met beaucoup de temps. Puis comme ici, c'est beaucoup plus rapide, ça va privilégier ça. Sauf que si on a de l'eau ici, il faut bien que l'eau, elle rentre quelque part. Alors probablement que ce dépôt de sable, il faut qu'il soit quelque part en surface, là où il n'y aura plus d'argile. Donc cette zone-là devient vulnérable pour lui. Mais lui est vulnérable à grandeur, lui est vulnérable juste à la zone de recharge. Encore faut-il trouver la zone de recharge. Oui?
ça varie de place en place. J'ai réussi à trouver quelques images pour ici. Donc je vais vous les montrer pour ici ce qu'on a comme information. Et ça varie, et ça, en fait, pour connaître si on a une nappe libre, une nappe confinée, un environnement qui va nous délimiter les deux, c'est l'histoire géologique de la région. Puis nous, ici, dans la région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a eu un événement, vous en avez probablement tous entendu parler, il y a 10 000 ans, on a eu une mer intérieure, la mer de la Flamme. La mer de la Flamme, elle déposait des argiles, partout, dans un grand bassin. Mais avant que la mer de la Flamme arrive et nous dépose nos argiles, on a eu une période glaciaire. Puis l'eau de fonte des glaciers nous a amené beaucoup de sable et de gravier. Fait qu'en fait, on a actuellement des réservoirs d'eau souterraine cachés par l'argile. On sait, il y en a qui en ont trouvé. Les recherches en eau des consultants servent à trouver ce genre de réservoir, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore été trouvés. Question aussi. Oui. À Vauvert, on a des couches indurées. Oui. Puis ça se peut-tu qu'il y ait des surfaces vraiment importantes qui puissent reproduire un peu ce que l'argile peut faire? Clairement. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle la ferricroûte, où c'est un précipité de fer et de silice. Il n'y a pas encore d'entente à savoir c'est quoi les mécanismes qui les ont créés. Souvent, on parlait d'un battement de la nappe phréatique, justement. Donc, la nappe, des fois, elle est plus haute. En étant plus haute, elle peut dissoudre le fer qui est contenu dans nos sables et nos graviers, puis rebaisser. Donc là, après ça, on est de nouveau dans une zone aérée, on précipitait du fer, puis le battement de la nappe faisait ça. Moi, je ne suis pas tellement d'accord avec ce modèle. J'aime mieux le modèle d'infiltration. Et il marche assez bien sur toutes les régions où il y a des grands milieux humides, justement. Côte-Nord, c'est très impressionnant. Là, des fois, on peut avoir des bonnes épaisseurs, puis c'est très dur. Mais ça, c'est très peu poreux. Donc, ça fait effectivement le même effet. Ça peut protéger à certains endroits. Mais il ne faut pas l'enlever. Oui? Le tuf. Souvent, ici, dans le langage, il l'appelle le tuf, mais c'est une ferricroûte. Parce que le tuf, nous, ça fait référence à une roche volcanique. Mais c'est comme ça qu'on l'appelle, puis c'est correct. C'est une couche très dure. Et plutôt imperméable. Mais elle n'est pas continue nécessairement partout. Oui, définitivement, mais il faut faire attention parce que justement, vous pouvez vous dire que ça peut être une couche protectrice. Si elle est défoncée par n'importe quelle machinerie, quelqu'un qui creuse, ben là, tout à coup, hop, on vient d'enlever une couche protectrice. Donc, ça m'amène sur la notion justement de vulnérabilité. Tu peux mettre l'image au complet. Je ne discuterai pas de cette image, mais tout ce que je viens de radoter est un peu mis en contexte ici, avec ici, en gris, des environnements où l'eau ne circule pas ou peu, et à l'intérieur, donc les fameuses veines d'eau éventuellement ou quelque chose. Ici, on a un environnement qui est constitué de sable et de gravier pris à l'intérieur de ces couches imperméables. Puis vous voyez que là, ici, on est protégé des activités de surface. Par contre, il faut bien que l'eau rentre quelque part. Et ça marche aussi pour le socle rocheux. Et je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a un socle rocheux qui peut être d'origine sédimentaire ou un socle rocheux qui peut être d'origine cristallin, comme les granites. Donc, c'est simplement pour remettre en question ou en perspective l'effet de la zone de recharge qui est plus vulnérable et des nappes d'eau de surface, ici, qui sont plus vulnérables à d'éventuels contaminants. Alors, des contaminants, il y en a pour les fous, les fins. Il faut juste les catégoriser. Mais on va en reparler un petit peu plus tard. Regarde, on avance. Donc, vous comprenez l'importance de la sous-surface par rapport à ce qu'on voit à la surface. Tout se passe, en fait, pour comprendre la dynamique des eaux souterraines, sous terre. Sauf que comment accédons-nous à cette information sous terre? Ça a été un des rôles de notre groupe de recherche, à un moment donné, c'est de rendre accessible. Donc, ces données-là sont déposées dans chacune de vos MRC. Ce que je vous montre rapidement ici sont déposées dans chacune de vos MRC. Vous pouvez y accéder et nous, on est là pour aider, dans le fond, à consulter ces infos. Donc, là, je vous le montre régionalement. Ici, vous avez notre interface dans laquelle on travaille. Vous avez toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce que vous voyez en jaune, c'est les sables de surface. Et ce que vous voyez en bleu, c'est l'argile qui est en dessous des sables de surface. Okay? Ou qui soit est à la surface, comme la plaine de Péribonka. Okay? De l'autre côté de la petite Péribonka, c'est quasiment rien que de l'argile. De votre côté, de la petite Péribonka, c'est quasiment rien que du sable. Mais de l'autre bord, vous avez de l'argile. Donc, vous avez le bleu
et le jaune. Donc là, ici, idem, vous avez là où l'argile affleure. Et ce qui est en vert, c'est le socle rocheux ou un dépôt de sable par-dessus le socle rocheux assez mince. Ça, c'est tous les forages qu'on a réussi à recenser. Ça, c'est tous les trous qui ont été percés dans le sol du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a recensés. Il y en a plus que ça. Donc ça, c'est la carte géologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme je vous le disais, ici, vous avez la pointe de Vauvert. Ça, vous regardez les cartes d'avant 2013, 2012. Ici, vous aviez la même chose qu'ici, du rose, du vert, mais vous n'aviez pas de bleu qui correspond à ces roches sédimentaires. Et en fait, probablement que toute la cuvette du lac Saint-Jean s'est remplie de ces roches sédimentaires. Sédimentaires parce qu'elles ont 500 millions d'années, 450. Elles ont 1 milliard d'années. Elles font partie du bouclier canadien. C'est les roches les plus jeunes. Ça, on l'a calculé pour tout le territoire. Donc, si on regarde un point, nous, notre précision est de 250 mètres par 250 mètres. Donc, c'est très vaste. Hein, c'est une carte régionale. Ce que vous voyez en rouge, en fait, vas-y, tu peux cliquer, c'est la vulnérabilité, encore une fois. C'est la vulnérabilité élevée. Donc, évidemment, partout où on retrouve du sable en surface, c'est ce qu'on va appeler quelque chose de vulnérable. Et là, je vais écrire quelque chose que je n'ai pas dans ma présentation. Et c'est quasiment fini, hein, je ne vous le garderai pas plus longtemps. Vous comprenez que l'hydrogéologie, puis vous voyez d'où ça vient, c'est séparé en deux. L'hydro, vas-y Laura Pierre, fais-moi tout apparaître. C'est ça. C'est l'eau, de manière générale. Ça veut dire les quantités, les volumes, la qualité, la chimie de l'eau. On n'en a pas beaucoup parlé, j'ai quelques diapositives après, puis c'est fini. Écoulement et donc les directions dans lesquelles cette eau va s'écouler. Jusqu'à maintenant, je vous ai principalement parlé. C'est-tu du roc ou du granulaire? C'est-tu des bosses, des creux, etc. Et c'est quoi leur propriété hydraulique pour les écoulements? Tu peux y aller. Mais les deux sont intimement liés, évidemment, tous ensemble pour faire cette science qu'on appelle l'hydrogéologie ou la discipline des eaux souterraines. En termes de piézométrie, on a produit des cartes aussi piézométriques à l'échelle régionale. Puis vous voyez qu'il y a un écoulement général, on en a discuté jusqu'à maintenant, des hautes terres vers le lac Saint-Jean. Puis j'ai fait un petit zoom dessus. Donc ça explique le toit de la nappe piézométrique. On va passer rapidement, ce n'est pas nécessaire. Mais vous avez ici un zoom sur cette partie. Puis si tu cliques, je me suis amusé à tracer les lignes d'écoulement. Et on voit clairement qu'on a une limite de partage des eaux. Où elle est, on ne sait pas. Mais clairement, d'après les cartes piézométriques qu'on a produites, l'eau de ce côté-ci coule vers le lac, l'eau de ce côté-ci coule vers la rivière Mistassini. Puis j'irai plus loin, c'est que ce secteur-là, pour l'avoir fait un petit peu en bateau, on est rentré dans la rivière en bateau, puis on a vu que c'était des immenses dépôts de sable qui sont de ce côté-ci de la petite Périmonca. L'eau va s'écouler vers la petite Périmonca, donc on pourrait rajouter des lignes comme ça. Donc on a vraiment différents systèmes d'écoulement. Et ce n'est pas un grand système. Après, il doit pouvoir se séparer. La cartographie probablement nous aiderait. Mais encore que pour avoir l'information sur les hauteurs d'eau, il faut planter des trous. Ou jours ou de semaines. Entre le moment où il y a la pluie et le moment où l'eau s'écoule jusqu'au lac, ça peut durer une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais c'est souvent assez rapide dans la surface. Mais on sait qu'on a des écoulements qui peuvent durer des millions d'années, qui vont s'élaner sur la qualité de l'eau, l'élément qui manque, dont je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. Sur la qualité d'eau, vous voyez tous les échantillons qu'on a collectés. Alors, on en a pris dans le granulaire. Là, vous comprenez pourquoi, parce que c'est un type d'aquifère et un type de nappe, et dans le socle rocheux. Et si tu vas à la prochaine, les points noirs que vous voyez, et il y en a un ici, pas très très loin, c'est des eaux salées. Et des eaux salées naturellement. Et il y en a une autre, d'ailleurs, qui m'a toujours intrigué, je pense que c'est elle ici. C'est dans le rang 4, quand on va vers Péribonca. Maintenant, il y a le rang 4, il n'y a plus de maison, là. Je pense qu'il y avait juste une ferme au bout de ça. Bien, lui, c'est un tube d'acier, 6 pouces de diamètre, là, 15 cm, qui sort à peine qui a ras le sol, puis l'eau, elle est en condition artésienne. Donc, on est dans la nappe argileuse, on est dans les argiles de la mer de la Flamme. Le tuyau a perforé une nappe artésienne, confinée, puis l'eau s'écoule à la surface comme un petit filet, et elle est salée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça, c'est pour ma conclusion. Précieuse, très précieuse, indispensable, accessible, surtout très fragile. Si on ne la connaît pas, faut en tenir compte un petit peu. Puis je pense que j'ai une dernière. Ouais, c'est ça. Et la clé, je pense que j'ai repris des termes de l'OBV. Je ne savais pas que tu avais misé là-dessus, mais je pense que la concertation et le savoir-faire ensemble
Et le projet, ou tout ce qu'on fait là actuellement, c'est notre projet Arimo. C'est pas possible sans la contribution financière au moins de l'ensemble des MRC puis des communautés des Premières Nations. Et on a aussi des observateurs qui sont avec nous, qui participent à toutes nos rencontres de comité pour créer en fait une synergie constructive et régionale, surtout une vision régionale. Et si vous voulez en savoir plus, je mets des liens web. Donc vous avez ici le réseau québécois sur les eaux souterraines qui fait des super produits didactiques pour les enfants ou pour les adultes. Puis nos sites web internes à l'UQAC, dans lesquels vous allez avoir accès à l'ensemble des documentations qu'on vous a amenées. OK, parfait, ben, c'est tout. Si vous avez des questions, ben, on est là pour y répondre. Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MATV Saguenay-Lac-Saint-Jean.